Donc, on va voir à la section 4.5 une nouvelle façon d'aborder les problèmes d'un courant électrique dans un champ magnétique. En fait, on va regarder ici l'exemple d'une boucle fermée de courant et on a déjà posé à la section 4.3 que pour n'importe quel fil, hein, même si je le déforme, ma force exercée sur ma boucle ou sur mon fil va être donnée par, donc ici, force va être donnée par la longueur de mon fil fois le courant produit vectoriel avec mon champ magnétique. Ça ici, c'était notre équation de départ. Et on avait vu que si je prends un fil, je peux le déformer de n'importe quelle façon. Hein. Si par exemple j'avais un fil de forme quelconque, je pouvais toujours représenter la force totale exercée sur ce fil-là en prenant le point de départ et le point d'arrivée du fil et en considérant simplement la ligne droite. Hein. On s'attardait pas aux détails de ça, au pourquoi, du comment, mais si on faisait le calcul au long, qu'on faisait le calcul de notre intégrale là-dessus, on trouverait toujours que notre force nette appliquée sur cet objet-là, la force qui serait appliquée au centre de masse, serait la même que celle qui aurait été sur le fil qui suit la ligne droite. Donc ici, je sais que j'aurais une force perpendiculaire. Donc prenons l'exemple ici d'un champ magnétique entrant dans la page. Donc si j'avais un champ magnétique ici entrant, je ferais ma règle à main droite, courant vers mon champ magnétique, et je trouverais une force comme ça qui serait perpendiculaire. Donc, qui serait orientée comme ça ici. Ce serait la force nette appliquée sur mon fil de forme quelconque. Une des conséquences de ça, c'est que si j'ai n'importe quelle boucle de courant fermée, ben, je peux représenter ça comme étant un fil qui a un certain point de départ ici et qui a le même point d'arrivée. Donc, c'est comme si j'avais mon... Ici, on les représentait par exemple par A et B. Donc, si je disais j'ai A ici, j'ai B ici comme étant mon point de départ, mon point d'arrivée, ben ici, c'est comme si j'avais A et B qui sont au même endroit. Je pars d'ici, je fais le tour, je reviens ici. Ben, une des particularités que j'ai, c'est que mon vecteur qui rejoint ma ligne de départ et ma ligne d'arrivée, ça devient un point. Et on va trouver que mon produit vectoriel, ici, en fait, ma portion de gauche, là, que vous choisissiez longueur égale à 0 ou que le courant n'a pas d'orientation, le courant est nul, ben, on trouve quand même qu'une force nette qui va être appliquée sur mon objet va être 0. Évidemment, ça ne veut pas dire que je n'ai aucune force appliquée sur mon objet. Ça veut simplement dire que la somme de toutes les forces va être 0. Ici, on peut voir que si j'avais, tiens, traçons-le, donc posons-nous ici un courant qui entre dans la page encore une fois. Si j'ai un champ uniforme, et ici ça va être la clé, je m'intéresse uniquement à des champs uniformes, ben, je peux faire ma règle à main droite sur chaque section, de I vers mon courant. Je vais représenter comme tout à l'heure mes forces par une flèche rouge. Je vais avoir une force vers le haut ici. Courant vers champ magnétique. Je vais avoir une force ici vers la droite. Force magnétique et force magnétique. Donc ici, j'ai quand même une force appliquée sur chacun de mes segments. C'est simplement que la somme de mes forces va venir me donner 0 ici. Cependant, c'est pas parce que j'ai une somme des forces qui est égale à 0 que je vais nécessairement avoir aucun mouvement. Et c'est ça qui nous amène au contenu spécifique de ce chapitre-là. On va parler plutôt de moment de force. En fait, on va voir que tout dépendant comment mes forces sont alignées, je vais quand même pouvoir avoir un moment de force. Donc, je vais pouvoir entraîner une rotation de mon objet. Ce n'est pas le cas dans l'exemple que j'ai ici, mais on va voir que dans certaines situations, dans certaines conditions spécifiques, ces forces-là vont avoir une somme qui est égale à 0, mais en raison de leur disposition, ça va mettre ma boucle de courant en rotation. Donc, on va avoir un exemple de ça avec un petit rappel de mécanique.
En NYA, on a passé beaucoup de temps sur ce qu'on appelle la mécanique de translation, la portion de gauche. Donc ma mécanique de translation était super pertinente, mais il faut comprendre que c'était quand même quelque chose de limité en termes de portée. Ce qu'on voyait, c'était que si je fais la somme de toutes les forces appliquées sur mon objet, donc ici je prends tous mes vecteurs de force, peu importe où ils sont appliqués sur l'objet, j'en fais la somme, ça va me donner la masse fois l'accélération ici, ce qui était sous-entendu généralement, c'est l'accélération du centre de masse. Donc, si je représentais la masse de tout l'objet en un seul point, ce serait à son centre de masse. Et lorsque je regarde toutes les forces qui sont appliquées, bien, ça me donne une idée de l'accélération qu'il va avoir. Donc, si je regarde les exemples que j'ai ici, j'ai 3 exemples, un à la suite de l'autre, qui sont tous des exemples où ma somme des forces est égale à 0. Du moins, ma somme des forces peut l'être ici. Donc j'ai une force appliquée vers le haut et une force appliquée vers le bas. Les deux sont en direction opposée, donc j'ai bel et bien ici somme des forces égale à 0. Donc je vais être en statique ou sinon je vais me déplacer en vitesse constante. Mais je sais que j'ai somme des forces égale à 0 et donc j'ai une accélération du centre de masse qui est égale à 0. Même chose ici. J'ai une force appliquée ici, une force appliquée ici. J'ai bel et bien une somme des forces égale à 0. Et même chose ici, même si mes forces sont appliquées de chaque côté, je vais avoir somme des forces égale à 0. Cependant, vous pouvez voir très rapidement que mon premier objet serait probablement immobile. Du moins, s'il était immobile au départ, il va continuer à être immobile ici. Mon deuxième objet pourrait l'être aussi, mais mon troisième objet, ici, même si j'ai une somme des forces qui est égale à 0, cet objet-là, normalement, va se mettre en mouvement. C'est ça qu'on appelait c'est là où on faisait appel à notre concept de moment de force. Malgré que j'ai des forces dans toutes les situations dont la somme est égale à 0 et donc que mon centre de masse ne bougera pas, ça ne veut pas dire que mon objet va rester immobile. En fait, ce qui va déterminer si mon objet reste immobile ou se met en rotation autour de son centre de masse, ça va être la somme de mes moments de force. Et là, il faut replonger un petit peu dans nos notions précédentes pour voir à quoi ça correspond un moment de force. En NYA, vous devriez avoir été habitué à le calculer. On utilisait l'équation suivante. En fait, le moment de force mettait en lien à la fois la force qui était appliquée sur un objet, mais aussi l'endroit où cette force-là est appliquée. Notamment, je vais calculer ici mon moment de force comme étant la force multipliée par R fois le sinus de l'angle entre les deux. Et là, il y a différents petits trucs que vous pouvez utiliser. On pouvait utiliser le rayon et la force efficace. Donc, on pouvait par exemple faire le rayon et faire F fois le sinus de l'angle entre les deux forces, entre la force et le rayon. Auquel cas, ça revenait à prendre la force ici. Donc la force perpendiculaire ici fois la distance à laquelle cette force-là est appliquée du centre. Vous avez peut-être vu sinon que la force est appliquée de la même façon ou génère le même moment de force que si elle était appliquée à angle droit. Donc auquel cas on utilisait à la place la composante perpendiculaire de R. Donc, vous pouvez vérifier que toutes ces choses-là sont équivalentes. En fait, l'angle ici correspond à l'angle de l'autre côté. Et donc, si je prends le rayon fois le sinus de cet angle-là, je vais trouver la longueur qui est ici. L'important, c'est de ne pas faire les deux en même temps. Vous ne pouvez pas prendre R perpendiculaire fois F perpendiculaire. Ça, ce ne serait pas équivalent. Mais vous pouvez prendre la force perpendiculaire au rayon. Vous pouvez prendre la force perpendiculaire à la distance du point d'application de la force, ou encore vous pouvez prendre la valeur de R perpendiculaire avec la force. Les deux se valent. Tout dépendant comment est-ce que votre force est appliquée, vous allez trouver une valeur de taux qui peut être positive ou négative, et on se définissait en un sens d'application positif qui traditionnellement, pour un système d'axe XY, on aurait dû avoir
un sens d'application positif qui est dans cette direction-là. Remarquez ici, là, quand je dis F fois R fois le sinus de l'angle et que je définis qu'un sens de rotation est positif, je suis en train de faire toute la même série d'étapes que si j'utilisais à la place taux, qui correspond au rayon d'application produit vectoriel avec la force. En fait, on vous sauvait des étapes en NYA. On ne voulait pas nécessairement vous faire appliquer. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient vu comme ça, mais ça ici, ce serait une autre façon de le calculer. En fait, ma valeur de taux, là, c'est un vecteur qui est perpendiculaire. Et vous avez probablement déjà vu cette représentation-là d'une façon ou d'une autre. Si vous avez déjà vu des rotations d'objets, on vous l'a probablement déjà représenté comme un axe de rotation et peut-être même que vous avez déjà vu dans un cahier à quelque part, même sans trop y réfléchir, l'axe de rotation de, par exemple, une planète représentée par un vecteur comme ça qui sort de la planète. En dire, ma planète a un axe de rotation dans cette direction-ci. Ça ici, c'est sensiblement la même définition. Hein. Je dis, il y a un sens de rotation qui est positif et typiquement, ça répond à la règle de la main droite. Donc, si jamais vous oubliez, là, vous pouvez toujours revenir avec ça. Dans le cadre du cours, on va s'intéresser seulement à des mouvements dans un seul plan, une rotation dans une seule direction à la fois. Donc, on n'aura pas nécessairement besoin d'utiliser taux comme un vecteur, quoique ça pourrait être utile à l'occasion. Mais on va s'en tenir. Vous aurez uniquement besoin en général de calculer la norme de taux et non pas le vecteur en tant que tel. Mais ce qu'on a ici, en fait, c'est la norme du vecteur qui serait perpendiculaire au plan. Voyons voir maintenant 3 petites situations. La première, où j'ai 2 forces qui sont appliquées directement alignées avec le centre de masse. Si j'ai ça, j'ai évidemment une somme des moments de force qui est égale à 0. En fait, j'ai chacun de mes moments de force individuellement. Je pourrais calculer leur valeur. Je pourrais appeler ça taux 1. Ça ici, taux 2. Dans les deux cas ici, mes forces sont alignées avec le rayon. Donc, j'ai un angle entre, si j'en trace un des deux, entre la valeur de R, le rayon correspondant à la distance entre le centre de masse et le point d'application de la force. Ça va être dans le même axe que ma force et donc j'ai un angle de 180 degrés entre les deux. Force fois rayon fois sin de 180 degrés, ça va évidemment toujours me donner 0. Donc je vais avoir dans tous les cas ici, taux 1 égale 0, taux 2 égale 0. Donc évidemment ici ma somme est égale à 0. J'ai une deuxième situation ici où j'ai une somme qui pourrait être égale à 0 dans les bonnes conditions. Donc, somme de mes moments de force. En fait, j'aurais ici une valeur de R, un vecteur R qui serait appliqué entre mon centre de masse et le point d'application, entre le centre de masse et le point d'application, donc pour chacune de mes forces. Et là, je fais attention, je définis bien mon sens de rotation. Si ma force a tendance à faire tourner mon objet dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est négatif. S'il a tendance à le faire tourner en sens contraire, c'est positif. Ici, j'aurais une valeur de taux 1 qui serait négative, une valeur de taux 2 qui serait positive, et donc j'aurais un moment de force total qui serait égal à 0. Donc, ici, évidemment, là, si mes forces sont égales, si les vecteurs R1, R2 sont égaux. Donc ici, j'ai la possibilité d'avoir quelque chose qui est égal à 0. J'ai représenté 2 forces qui ont l'air d'être à peu près de même norme. Et vous remarquerez ici que la distance R perpendiculaire serait la même pour les deux. Donc en théorie, là, ces deux-là seraient possiblement égales à 0. Mais ça ici, c'est possible que ce soit égal à 0, ça pourrait être autre chose, tout dépendant des vecteurs de force. Le dernier,
Ici, j'ai une première force qui est appliquée ici, une deuxième force qui est appliquée ici. Dans les deux cas, je sais que je vais avoir un taux qui va être négatif. Ici, je vais avoir taux 1 et taux 2 qui vont être tous les deux négatifs parce que les deux ont tendance à faire tourner mon objet dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc ici, il est impossible que j'ai une somme des moments de force qui soit égale à 0 et je sais que mon objet va nécessairement se mettre en mouvement de rotation. Si je veux savoir exactement à quoi va correspondre le mouvement, ben j'aurai besoin de remettre ça dans mon équation de la dynamique de rotation ici, qui est finalement l'analogue à mon équation F égale ma. La somme des moments de force est égale à mon moment d'inertie fois mon accélération angulaire. Donc ici, ça me donne l'augmentation par seconde de la vitesse angulaire en radians par seconde. Donc on peut se donner quelques petits exemples pour voir à quoi pourrait correspondre un moment de force sur une boucle de courant. En fait, on va simplifier la vie. Évidemment, là, on va regarder principalement des boucles rectangulaires. Donc, commençons par tracer notre boucle de courant. On va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Si je place cette boucle de courant-là dans un champ magnétique qui est orienté, tiens, vers l'intérieur de la page, qu'est-ce que ça pourrait me donner? Ici, je vais placer mon courant dans cette direction-ci. Et là, je vais aller chercher pour chaque branche quelle est la force appliquée. Donc, sur ma première branche, tiens, partons d'en haut, je vais avoir mon courant. Donc, on se rappelle toujours l'équation pour ne pas se tromper là, dans l'ordre dans lequel on applique, dans l'ordre dans lequel on fait notre règle à main droite. Ma force va être égale à L, la longueur du fil fois le courant, produit vectoriel avec mon champ magnétique. Donc, je reviens maintenant avec mon courant, produit vectoriel avec mon champ magnétique, et ça pointe vers le haut. Donc ici, j'aurai ma première force qui va être appliquée vers le haut. Appelons ça force 1. Ensuite, deuxième force, produit vectoriel de V, de mon courant avec mon champ magnétique. Ça va me donner quelque chose qui va par ici. Je répète encore une fois, règle à main droite, mais là, je commence à remarquer que tout ce que je fais, c'est tourner de 90 degrés à chaque fois. Et dans tous les cas, je vais avoir une force qui s'en va vers l'extérieur. Force. Appelons ça F4, F1, F2, F3. Et il apparaît assez évident à ce point-ci que dès que j'ai un champ qui est entrant ou sortant, je vais avoir toujours mes courants qui vont être perpendiculaires à chaque étape, ce qui fait que je vais toujours avoir ma force qui va rester dans le plan. Tant que j'ai des forces ici qui sont perpendiculaires et qui restent dans le plan, je n'aurai pas de mouvement de force. Je vais toujours avoir une force donc, qui va être perpendiculaire à la fois à mon courant ici et à mon champ magnétique. Donc, il est impossible pour n'importe quelle boucle possible et imaginable que j'ai des forces qui ne soient pas perpendiculaires à mon fil. Je ne vais jamais avoir une force, par exemple, qui pourrait être orientée dans cette direction-ci. Ce vecteur-là ne pourrait pas être créé parce que ma force ne serait pas perpendiculaire dans ce cas-ci à mon courant. Donc, je sais que je n'aurai jamais de rotation dans ce plan-là. Je ne vais jamais pouvoir faire tourner mon cadre ici dans cette direction-là. Aucune. Tiens, je vais me le noter en texte à côté. Ici, j'ai aucune rotation possible. Zut alors. Donc, voyons voir maintenant qu'est-ce qui arrive si je place mes axes
plutôt si je place mon champ magnétique selon cet axe-ci. Ça ici, ça va être mon vecteur de champ magnétique. Si je place mon vecteur ainsi, je vais encore mettre mon courant sur ma boucle. La direction du courant va toujours être importante. Mon courant parcourt le fil dans cette direction-ci. À ce moment-là, je peux déterminer pour chaque boucle, pour chaque élément de boucle, encore une fois, quelle va être la direction de ma force. Pour le premier fil, je vais encore une fois écrire, parce que je pense que c'est une bonne habitude à prendre, l'équation que je vais utiliser pour le déterminer. Ma force magnétique est donnée par la longueur du fil dans la direction du courant, produit vectoriel avec le champ magnétique. Donc là, le premier, j'ai mon courant. Mon champ magnétique est exactement dans la même direction que le courant. Les deux sont alignés. Donc, je vais avoir une force pour le premier, ici, qui va être égale à 0. Même chose pour celui d'en bas. Mon vecteur est à 180 degrés. Je peux aussi me référer à l'équation pour la norme si j'ai un doute. La norme de ma force magnétique va être égale à L, I, fois le champ magnétique. La norme de chacun de ces éléments-là, fois le sinus de l'angle entre mon courant et mon champ magnétique. Donc ici, évidemment, j'ai un angle de 180 degrés. Sin de 180 degrés, ça me donne 0. Et donc, appelons ça F3 là, ici. Ma force sur le segment 3 va également être égale à 0. Ça part pas bien. Jusqu'à date, j'ai juste des forces qui sont nulles. Cependant, si je m'intéresse maintenant à mes deux autres fils, j'ai un vecteur de courant qui s'en va vers le bas et un vecteur de champ magnétique qui va vers la droite. Donc, ma règle de la main droite ici me dit que j'ai une force qui sort dans cette direction-là. Donc, encore une fois, règle à main droite, je place mes doigts vers le bas, j'enroule vers la droite et mon pouce sort de la page. Et pour l'autre vecteur ici, je vais avoir ma force, mon courant, produit vectoriel avec mon champ magnétique et mon pouce entre dans la page. Et ça augure bien. Remarquez, j'ai encore une fois somme des forces égale à 0. Je vais avoir, en théorie, ici deux fois la même longueur de fil. Et lorsque je vais avoir la même longueur de chaque côté, avec le même courant qui le parcourt, je devrais trouver la même norme, mais en direction opposée l'un de l'autre. Ce qui fait que j'ai bel et bien somme des forces égale à 0 ici. Somme des forces égale à 0. Cependant, le centre de ma boucle est ici. Et là, j'ai deux forces qui ne sont pas appliquées directement sur le centre et qui sont en sens contraire. Donc ici, je devrais avoir un des fils qui est poussé hors de la page, un des fils qui entre dans la page. Donc ce que je vais avoir au net, ça va être une force qui va tendre à faire tourner ma boucle dans cette direction-là. Ou encore, je pourrais dire que j'ai un moment de force appliqué. Et cette fois-ci, si je veux suivre la définition standard, j'aurais un moment de force qui serait appliqué ici vers le bas. J'ai un vecteur de force dans cette direction-là. J'ai un vecteur R entre mon centre et chacun des points d'application. Ça, ce serait mon vecteur R. Et si j'utilise ma définition que j'avais que j'ai vu juste il y a quelques minutes, taux c'était R produit avec la force. Ici, j'ai ma force 4. Ici, j'ai ma force 2. Donc, si ma force entre dans la page, R produit avec F, mes doigts dans la direction de R, s'enroule vers F qui rentre dans la page, et mon produit vectoriel des deux devrait être orienté ici, vers le bas, taux vers le bas. Vous pouvez utiliser cette définition-là en vecteur
ou encore, et je vais avoir la même chose pour l'autre. Et je vais avoir la même chose pour l'autre ici, là. Donc, mon vecteur R part du centre, s'en vient jusqu'au point d'application de la force. Je n'ai pas tracé exactement symétrique, mais on aurait ici un autre R. De R vers F, ça pointe encore dans la même direction. Les deux ne s'annulent pas ici. Donc maintenant, si je veux déterminer quel est le moment total, l'axe est quand même bien choisi. Là, on sait que j'ai taux qui va être selon l'axe vertical. Je peux me définir moi-même dans quelle direction ce serait positif. Je m'assure de l'indiquer sur mon schéma. Ça ici, c'est ma définition des positifs. Ce qui fait en sorte que j'ai somme de mes moments de force qui va être égal à mon taux 2, mais qui va vers les valeurs négatives. Il va dans le sens des aiguilles d'une montre vue d'en haut. Ici, il tourne dans cette direction-là, donc positif. Excusez-moi, donc négatif. Et même chose pour mon taux 3, appelons ça comme ça ici. Taux 3. Et dans chacun des cas, je vais simplement remplacer par les valeurs que je connais. Donc, moins la force. Je pourrais choisir les dimensions de ma boucle de courant. Typiquement, on va choisir une largeur A, une longueur B, par exemple. Je pourrais dire tout ça ensemble, ça vaut A. Et donc, j'ai F fois A sur 2 fois le sinus de... Et en ce moment, ma force avec mon rayon sont à 90 degrés l'un de l'autre. Sinus de 90 degrés. Et moins, j'ai encore la même chose. Donc ici, j'ai F4 moins ma force fois A sur 2 fois sin de 90. Bon, ici, ça commence à être un petit peu petit. Avec F2. Et finalement, je voudrais remplacer ma force par chacune de ces équations, mais ma force, ça va être donné par la longueur du fil que j'ai ici. On peut écrire ça, le noter B. Donc la longueur du fil, soit B fois le courant fois l'angle entre le champ magnétique et l'angle entre le champ magnétique et le courant, 90 degrés. Donc, sin de 90 degrés. Ça ici, on va tout de suite dire qu'on sait que ça va être 1. Ça ici, ça vaut 1. Ça ici, ça vaut 1. On ne le reproduira pas à la ligne suivante pour cette raison-là. Je vais avoir moins B fois I fois sin de 90 fois A sur 2 fois sin de 90 qui vaut 1. Même chose sur la ligne suivante, là même, on sait que mon sin de 90, ça va me donner 1. Donc même chose pour F2. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui change pour F2? La direction de la force change, mais autrement, j'ai la même longueur, j'ai le même courant, j'ai la même valeur de champ magnétique. Donc ça va encore être moins B fois I fois sin de 90 encore une fois. Cette fois-ci, je l'écrirai. Oui, on l'écrit. Sin de 90 fois A sur 2. Donc au final, ce que je vais trouver, ça va être simplement moins A B fois le courant, ou ici il me manquait le champ magnétique à chaque fois, champ magnétique, moins A fois B fois I fois le champ magnétique.
Et voilà, je viens de trouver le moment de force appliqué sur mon fil. Ici, vous remarquerez, c'est pas, ça prend plusieurs étapes successives, il faut faire attention, mais le calcul n'est pas particulièrement compliqué. Cependant, on va chercher à s'éviter cette suite d'étapes-là. Aussi, je veux vous faire remarquer, on a commencé par un exemple simple ici, hein, où tout était perpendiculaire les uns aux autres. Notamment, ma force était perpendiculaire à mon champ magnétique et mon plan ici de la boucle de courant était aligné avec mon champ magnétique. En théorie, ça n'a pas besoin de l'être. Donc, je pourrais notamment avoir une situation où j'aurais... Et là, je vais faire une vue d'en haut là, pour commencer. Je pourrais avoir une situation où j'ai ma boucle ici avec, et je vais représenter les courants, encore une fois en jaune, là, juste pour maintenir la même convention. Donc, je pourrais avoir un courant qui entre ici, un courant qui sort ici, avoir mon champ magnétique orienté, auquel cas tout n'est plus aussi bien aligné que ce l'était, notamment parce que je vais en faire mon calcul pour aller déterminer mes forces, mais l'ordre des étapes va être exactement le même. On va partir de notre calcul, de notre formule pour déterminer la force dans un fil. Force magnétique est égale à L fois le courant, produit vectoriel avec le champ magnétique. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir déterminer chacun des vecteurs de force. Donc ça va me donner quelque chose qui est orienté vers le bas ici. Je vais avoir quelque chose ici qui va être orienté vers le haut. Encore une fois, règle la main droite à chaque fois. Mon courant est sortant, il s'en va vers le champ magnétique. Et je vais avoir une force qui serait sur mon fil du haut. Donc sur mon fil du haut, là, ici, j'ai un courant qui est orienté dans cette direction-là. En toute logique, quand ça sort d'ici, ça entre ici. Donc, il faut que ça aille vers la droite en haut, vers la gauche en bas. Mais là, je vais voir que mes deux forces, je vais avoir une force appliquée sur chacun, mais elles vont s'annuler l'une avec l'autre. Si je me fais une vue de côté, là, ce que j'aurais sur le vecteur du haut, ce serait force, courant produit avec mon champ magnétique. Il faut que ce soit perpendiculaire aux deux autres. Donc, ça ne peut pas être dans le plan ici. X, Y, Z qui vient vers le haut. J'aurais ici mon axe Z. Si j'ai ça, j'aurais mon courant donc qui irait par exemple ici. Par ici, je fais ma règle de la main droite et je trouverais une force qui vient vers l'intérieur ici et vers l'intérieur ici, dans cette situation-là. Donc, ça demande un petit peu d'exercice de visualisation, surtout si on se prend quelque chose comme ça qui n'est pas aligné selon X et Y. Mais les mathématiques fonctionnent. Je vais avoir bel et bien une somme des forces qui est égale à 0 ici. Ensuite vient le temps de calculer mes moments de force. Je vais me définir dans quelle direction est-ce que ça devrait être positif. Donc, je vais dire, j'ai X, Y. Donc, ça, c'est mon sens pour mes moments de force positifs. Ce qui fait en sorte que, encore une fois, ici, j'ai deux moments de force qui sont négatifs. Et je peux déterminer quelles sont les valeurs de R1, R2. Donc, j'aurai du centre vers le premier vecteur de force et du centre vers le deuxième vecteur de force. Je pourrais appeler mes forces ici F1, F2. Je sais que les deux autres s'annulent, donc je ne me casserai pas trop la tête. Et je vais pouvoir calculer la norme de F1 qui va être égale à la longueur de fil
qui était vertical ici. Hein? Ça, ici, appelons ça B. Appelons ça A. Donc, ma longueur de fil, c'était B. Mon courant, ça reste le courant. Et mon champ magnétique, ça reste le champ magnétique, fois le sinus de l'angle entre mon courant. Et là, il faut vraiment faire attention. Prenez pas n'importe quel angle. Allez-y pas au hasard. L'angle entre le courant et le champ magnétique. C'est ça ici que je calcule. L'angle entre le courant et le champ magnétique, c'est 90 degrés. Et là, mon problème est beaucoup simplifié. Ça vaut 1. Même chose pour ma norme de la force 2. Hein? Ça va être, encore une fois, la longueur du fil qui est également B, le courant qui passe dans le fil qui est également I, le champ magnétique qui est également grand B, et l'angle entre mon courant et mon champ magnétique qui est encore 90 degrés. Super. Dans les deux cas, la norme de F1, la norme de F2, je retrouve BIB. La longueur du côté fois le courant fois le champ magnétique. Et il me reste à déterminer maintenant quelle est la valeur du moment de force. Je peux indiquer tout de suite sur mon schéma que je sais que je vais avoir taux 1 qui va être négatif, taux 2 qui va être également négatif. Les deux s'en vont dans le sens contraire de ce que je définis comme étant positif. On calcule le moment de force total. Le moment de force total, ou la somme des moments de force, va être égal à, donc, moins taux 1, moins taux 2. Je sais que pour chacun, ça correspond à R fois la force, donc R1 fois force 1 fois sinus de l'angle. Puis là, en plus, dans vos notes, on ne l'appelait pas de la même façon, là, juste pour nous aider. L'angle entre R et la force. Donc, entre R1 et F1. Et je vais faire la même chose pour le deuxième. Moins R2, F2 fois sinus phi entre R1 entre R2 et F2. OK, donc il me reste simplement à déterminer quel est l'angle ici entre les deux vecteurs. Donc ça ici, ce serait une variable de mon problème qui va m'être donnée d'une façon ou d'une autre. Et j'aurai donc le rayon qui va être le même dans les deux cas. Dans les deux cas, on revient avec notre définition de la distance entre le centre et le côté. Ça va être nécessairement A sur 2. Donc, mon rayon, pas mon rayon, mais ma distance entre le point d'application de la force et le centre de masse, ça va être A sur 2. La force, on vient de la calculer, la norme était donnée par BIB. Et sinus de l'angle entre les deux, R2, F2. Et moins la même chose. Et je vais trouver au total moins A, B, I, B fois le sinus de l'angle entre R2 et F2. Ça nous fait une grosse affaire. C'est pas particulièrement difficile à calculer. Vous remarquerez que toutes les étapes, c'est des trucs qu'on a vus jusqu'à présent. Calculer la force sur un fil. On met ça ensemble avec les moments de force qui sont peut-être un petit peu loin, mais que vous avez déjà vus. Cependant, pour se sauver des étapes, on va se définir une nouvelle variable. On va définir ce qu'on appelle le moment de dipôle magnétique, qui va être une espèce de raccourci là-dedans. Par définition, là, le moment de dipôle magnétique, ça va être ça ici.
Et plus encore, pour nous faire encore plus de belles équations, on va définir cette valeur-là pour que ce soit un vecteur. Et là, on va se faire un petit truc. On va dire, laissons ça de côté. Si j'ai une boucle de courant, donc on revient encore avec notre éternelle boucle de courant. Donc je vais définir un moment dipolaire magnétique qui va être perpendiculaire à mon plan et qui va être donné et dont la norme va être donnée par l'aire de ma boucle fois le courant. La direction va être donnée par la règle de la main droite. Je vais appeler ça la règle de la main droite 2. C'est comme une version premium de la règle de la main droite. Ici, j'ai quelque chose qui suit un trajet fermé. Donc, si par exemple, j'ai des courants qui parcourent ma boucle dans cette direction-ci, je vais enrouler mes doigts dans la direction du courant et mon pouce va pointer dans la direction du moment dipolaire magnétique. Donc ici, j'aurais mu qui serait dans cette direction-là. Ou encore, je pourrais représenter mu, si je le mets en perspective ici, là. Traçons-le, tient de l'autre côté cette fois-ci. Donc si je trace mes courants dans cette direction-ci, j'enroule mes doigts dans la direction du courant, mon moment dipolaire va être perpendiculaire à ma surface et va donc pointer ici vers le bas. Toujours perpendiculaire à ma surface. Donc ça ici, ça va être l'orientation de ce vecteur-là. Si j'utilise cette définition-là avec le moment dipolaire magnétique, dont les unités en passant, hein, ça va être des ampères fois des mètres carrés, ben, mon moment dipolaire magnétique va me permettre de trouver super facilement le moment de force, parce que mon moment de force devient simplement à ce moment-là le moment dipolaire magnétique produit vectoriel avec le champ magnétique. Donc évidemment, encore une fois, si vous voulez simplement la norme du champ magnétique, bien, vous pouvez utiliser la deuxième version de la règle. La norme du moment de force va être égale à la norme du moment magnétique fois la norme du champ magnétique fois le sinus de l'angle entre le moment magnétique et le champ magnétique. Je retombe sur la même équation que j'avais précédemment. Hein. Donc, si je donne des dimensions A et B à mon cadre, que je dis qu'ici c'est A, ici c'est B, ben, je retombe bel et bien sur A fois B pour avoir mon air, fois le courant, fois le champ magnétique, fois le sinus de l'angle. Et là, attention, le sinus de l'angle entre la normale et le champ magnétique. Si je reviens sur ce que j'avais précédemment, le sinus de l'angle entre la normale et le champ magnétique en utilisant ma règle à main droite pour bien trouver dans quelle direction ça se trouve. Donc, mon courant ici tournait, allait dans cette direction-ci. Donc, avec ma règle à main droite, je sais que mon moment dipolaire magnétique aurait dû être orienté dans cette direction-ci. Et l'angle entre ce vecteur-ci, mon moment dipolaire magnétique, et mon champ magnétique qui est horizontal ici, correspond bel et bien à l'angle phi que j'ai ici. Donc, je retombe bel et bien sur la même équation.
2 pouces en l'air, on est heureux avec ça. Et je suis maintenant équipé pour résoudre à peu près n'importe quel problème, essayer de trouver les moments de force dans plein de situations. Et vous allez voir, une fois que vous utilisez l'équation du moment dipolaire magnétique, que vous gardez en tête cette définition-là, les problèmes peuvent se résoudre très rapidement. Calculez l'air à l'intérieur, déterminez quel est le courant, vous avez votre moment dipolaire magnétique, faites votre produit vectoriel entre ce vecteur-ci et votre champ magnétique, et voilà, vous avez votre réponse en quelques secondes.